Quand l'explorateur de règles étranges a pénétré dans cette école, toutes les règles scolaires se sont matérialisées en monstres. Une seule violation, et la mort vous traque. Par exemple, dans les couloirs, il est strictement interdit de crier. Sinon, une main géante surgit et écrase le contrevenant, le transformant en dessin plat sur le mur. Mais pour sortir de cet espace, il faut explorer sans cesse ce labyrinthe de couloirs. Nous sommes 16, divisés en 4 groupes, et chaque groupe a rencontré un monstre différent. Le groupe D est mené par Aquan. Avec son caractère insouciant, il ne trouve rien d'effrayant ici. En chemin, il plaisante avec son meilleur ami Qianjun. La déesse du groupe, Yilin, était assise au premier rang. Elle a vu de ses propres yeux la mort horrible du professeur. Depuis, elle n'arrête pas de pleurer. Aquan, agacé par ses sanglots, décide de lui faire peur. Qui sait, on va peut-être tomber sur un monstre d'une seconde à l'autre. Yilin pleure encore plus fort. Mais ce qu'elle ignore, c'est que les mots d'Aquan vont se réaliser bien plus vite que prévu. Guidés par les pleurs, ils sortent de la cage d'escalier. Aquan pousse violemment la porte coupe-feu. Dans le couloir sombre, seules les lumières d'urgence diffusent une lueur verte et maladive. Par les fenêtres, des couloirs tordus, empilés les uns sur les autres, comme un immense labyrinthe souterrain. Les pleurs de la fille continuent. Aquan se retourne brusquement. Derrière eux, des toilettes. Il propose que Yilin aille se laver le visage. Si tu continues à pleurer, on te laisse ici toute seule. Mais Yilin est bien trop terrifiée pour y aller seule. Aquan soupire et l'accompagne pour vérifier les lieux. Il pousse brutalement la porte. Personne à l'intérieur. Il inspecte chaque cabine. Tout semble sûr. Mais ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que dans le miroir des toilettes, 4 silhouettes viennent d'apparaître. Leur reflet. Aquan sort avec Xianjun, laissant les 2 filles se rafraîchir. Mais à ce moment-là, l'autre fille, Qiru-Jing, sort également. « Vous n'êtes pas amis? Tu ne la consoles pas ?» demande Aquan. Qiru-Jing répond d'un ton glacial. « On se connaît à peine. » Aquan veut riposter. Dans une situation pareille, on devrait s'entraider, non? Mais devant son regard froid, il ravale ses mots. Seule dans les toilettes, Yilin retire ses lunettes et se lave le visage. L'eau froide la calme enfin. Elle se parle intérieurement. « Arrête de pleurer, tu embêtes tout le monde. Tu peux y arriver. » Elle force un sourire et regarde le miroir. Mais dans sa vision floue, son reflet sourit bizarrement. Yilin, confuse, se frotte les yeux et remet ses lunettes. Le miroir semble normal. Elle baisse sa garde et murmure « J'ai dû me tromper ». Mais à cet instant, son reflet répond « Non, tu ne t'es pas trompé ». Soudain, 2 mains jaillissent du miroir. Elles attrapent la tête de Yilin. Yilin ressort avec un sourire étrange. Aquan, sans rien remarquer, marmonne « Pourquoi t'as mis si longtemps ?» Mais Yilin garde ce sourire figé, inquiétant. Elle ne répond pas. Aquan, furieux, déteste qu'on l'ignore. Il attrape l'épaule de Yilin « Réponds-moi ». Mais alors, la bouche de Yilin s'ouvre et se ferme, sans émettre le moindre son. Jianjun remarque quelque chose d'anormal. Les mains de Yilin, elles ne sont pas dans le bon angle. Il essaie de reproduire la position. Impossible. Aucun humain ne peut faire ça. Soudain, une voix faible résonne. « Au secours, aidez-moi !» Ce n'est pas la voix de Yilin devant eux. Le son vient des toilettes derrière elle. Xianjun retient Aquan qui s'apprête à avancer. « Je plaisantais, je n'allais pas vraiment lui faire mal », proteste Aquan. Mais Xianjun brandit un balai et demande « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Yilin reste silencieuse. La moitié de son corps disparaît dans l'ombre. Son sourire devient terrifiant. Elle bondit vers eux. Aquan, réflexe aiguisé, bloque son torse avec une serpillière. L'élan la propulse en arrière, elle s'écrase au sol. Plus un mouvement. Aquan, paniqué, appelle son nom. « Yilin, je l'ai pas tué quand même ?» Mais alors, sa tête semble disloquée après la chute. Elle essaie de la redresser avec ses mains, mais ses bras sont à l'envers. Ses 2 dos de main peinent à agripper. Elle force violemment. Crac! Qiru-Jing, terrorisée, recule contre le mur. Mais elle bute contre une serpillière. Le bruit attire immédiatement l'attention de Yilin. Elle se relève d'un bond et fonce vers elle. Qiru-Jing l'esquive de justesse. Yilin s'écrase contre le mur. Profitant de l'ouverture, les 3 fuient à toute vitesse. Yilin se relève encore et les poursuit. Mais après quelques mètres, elle est stoppée par un mur invisible. Les limites du territoire des toilettes. Elle ne peut pas aller plus loin. Incapable de sortir, Yilin lève soudain la tête et commence à se fracasser le crâne contre le mur. Boum, 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 le son résonne dans tout le couloir. Encore, et encore, et encore. De retour à la salle de classe, nous échangeons les informations récoltées. La sonnerie retentit. C'est à nouveau l'heure de l'exploration. Le délégué de classe demande à Xianjun de les guider, pour confirmer si Yilin est morte ou pire. Ils retournent sur leurs pas, mais la porte coupe-feu est maintenant verrouillée. Et derrière, le bruit du monstre cognant sa tête a disparu. Il reste encore du temps. Le délégué de classe décide de chercher d'autres sorties. Peut-être peuvent-ils contourner cette porte. Mais les minutes s'écoulent. Aucun progrès. Le délégué de classe s'enfonce dans la culpabilité. Si je n'avais pas proposé d'explorer la carte, Yilin ne serait pas dans cet état. C'est peut-être moi qui l'ai tué. Il rentre bredouille. De retour en classe,
L'atmosphère est lourde. Qiru-Jing hurle en larmes qu'Aquan et les autres ont voulu la tuer, qu'il voulait qu'elle reste dans les toilettes. Malgré les tentatives pour la calmer, elle continue de réclamer qu'on expulse Aquan de la classe. Kim, qui analysait la situation, fait une découverte importante. Si le premier monstre suit la règle, ne pas errer pendant les cours, et le deuxième, rester silencieux dans les couloirs, alors toutes les autres règles scolaires pourraient devenir des monstres. Et parmi toutes ces règles, la plus critique est interdiction d'entrer dans les autres salles de classe. Si cette règle s'applique, notre stratégie de cartographie s'effondre. Car plus on explore, plus on a besoin d'utiliser d'autres salles comme zone de sécurité intermédiaire. Si on ne peut pas entrer dans les autres salles, notre rayon d'action sera définitivement limité à cette zone. Le délégué de classe sent la panique monter. Il a failli mettre tout le monde en danger. Peut-il vraiment les maintenir en vie dans un endroit pareil ? Mais je propose mon analyse. Pas besoin de trop s'inquiéter. D'abord, toutes les règles ne sont peut-être pas devenues des monstres. Ensuite, quand on a rencontré la main géante, on a remarqué que sans le monstre à proximité, il n'y a pas de danger. Les règles et les monstres ont peut-être une zone d'effet limitée. Il suffit de respecter les règles dans la zone où le monstre correspondant existe. Donc, si le monstre du manuel de chinois n'est pas dans les parages, on peut courir pendant les cours sans problème. Après cette analyse, tout le monde retrouve courage. Nous repartons pour un nouveau cycle d'exploration. Puisque Qiru-Jing refuse catégoriquement de rester avec Aquan, elle échange de groupe avec Xiao Yan. Mais son expression cache quelque chose de plus profond. Grâce aux leçons apprises, l'exploration devient plus prudente. La carte au tableau grandit peu à peu, mais les progrès restent lents. Jusqu'à la 7e exploration, le groupe C entend soudain un bruit provenant d'un coin derrière eux. Seong Jae perçoit vaguement une voix humaine, mais elle reste floue et indistincte. Il conduit le groupe pour vérifier. C'est un couloir plongé dans l'obscurité. Seong Jae lance d'abord une tasse. Ne voyant aucune réaction, tout le monde confirme que c'est sûr et pénètre dans le couloir. Dans ce corridor sombre, seule la faible lueur d'un téléphone éclaire les lieux. Miji ramasse la tasse. Elle est couverte d'un liquide visqueux et répugnant. C'est alors que Zhao Han remarque quelque chose. Le plafond semble avoir été brûlé, noirci, révélant d'innombrables visages humains. Il pressent le danger. Au lieu d'avancer, il se prépare à retourner vers la salle de classe. Pendant ce temps, Seong Jae aperçoit une lueur devant lui. On dirait une salle de classe. Ils appellent les deux autres pour qu'ils les rejoignent. Mais Zhao Han s'apprête déjà à rentrer. Étrangement, bien que la distance entre eux soit faible, leurs voix semblent absorbées. Impossible de comprendre ce qu'ils se disent. Miji lance un appel, puis jette à nouveau la tasse. Au bruit de la tasse qui tombe, confirmant qu'il n'y a rien d'anormal, les deux avancent et tournent au coin. Après le tournant, une silhouette semble se dessiner, mais en regardant attentivement, ce n'est pas un être humain. Cela ressemble plutôt à une bouteille en verre vêtue de habits. Entendant le bruit, la chose se retourne lentement vers eux. Seong Jae réagit le premier, lance le balai qu'il tenait et se met à courir. Mais une scène étrange se produit. La manche vide de l'homme pointe dans le vide et le balai change de direction pour percuter le mur. Lorsque les vêtements se soulèvent, le corps en dessous se révèle. Ce n'est pas une bouteille en verre, c'est une lampe à alcool debout. La chose lève à nouveau sa manche. Soudain, Seong Jae ressent une force d'aspiration immense, son corps entier s'élève dans les airs et est instantanément aspiré, enfoncé directement dans l'ouverture de la lampe. Les deux qui n'avaient pas suivi entendent des cris perçants. Ils se retournent pour se précipiter là-bas, mais Zhao Han les arrête. Il dit froidement « Partez !» Mais Kim ne peut abandonner ses camarades. Elle veut aller vérifier. Zhao Han, sans la moindre émotion, décide déjà de retourner en classe. Il demande la carte à Kim, promettant de la prendre en photo avant de la rendre. Kim, profondément déçu, lui jette la carte et court vers les profondeurs. Pendant ce temps, Seong Jae a été complètement aspiré dans la lampe à alcool. Le monstre augmente le feu. Le corps entier semble fondre. Quelques instants plus tard, le monstre lève une manche. Une fumée noire s'en échappe et se projette sur le plafond, formant un visage humain. De l'autre manche coule un liquide visqueux. Miji est pétrifiée par cette scène. Elle n'ose faire aucun mouvement. Même pour pleurer, elle ne peut laisser échapper aucun son. C'est alors que Ji-eun arrive enfin. Depuis le coin, elle interroge Miji à voix basse. Mais Miji est trop terrifiée pour parler. Ji-eun réfléchit vite. Elle suggère « Je pose des questions, tu réponds. Si c'est oui, montre un doigt. Si c'est non, 2 doigts. Le monstre est-il toujours devant? Bouge-t-il » Après plusieurs questions, Ji-eun arrive à comprendre la situation. Mais cette fois, Miji ne montre aucun chiffre. Elle pointe simplement le plafond en tremblant. Ji-eun lève lentement la tête, mais une main lui bloque la vue. C'est Zhao Han qui est revenu. Il couvre la tête de Ji-eun, ne voulant pas qu'elle voie la scène horrible au plafond. D'un air résigné, il dit « Si tu veux survivre, réfléchis bien aux règles scolaires. Ne reste pas là comme une idiote. » Mais Miji n'a pas encore récupéré de sa panique. Sa voix tremble. Ce n'est que lorsque Zhao Han lui crie dessus qu'elle se calme. Doucement, elle se lève du sol. Mais à ce moment-là, le monstre se met aussi en mouvement. Il avance pas à pas sur ses jambes formées de support. Zhao Han continue de la guider. Réfléchis bien aux règles. Ce n'est qu'en trouvant la règle que tu pourras découvrir la faiblesse du monstre. Mais l'esprit de Miji est complètement vide. Elle ne se souvient de rien. Voyant le monstre s'approcher, Zhao Han tire Ji-eun
et se met à courir. Dans cette situation, je dois l'abandonner, sinon nous serons tous en danger. Ji-eun repousse la main de Jao-han. Si tu veux partir, pars tout seul. On a dit qu'on s'échapperait tous ensemble. Et maintenant, on peut encore aider Miji. Jao-han regarde sa montre. Il reste 15 minutes. C'est la dernière chance. Il guide à nouveau Miji. Réfléchis bien. Pourquoi le monstre ne t'a-t-il pas attaqué tout à l'heure? Ou qu'est-ce que Seong-jae a fait pour être attaqué? Miji suit ce raisonnement. Elle se souvient de ce que Seong-jae a fait. Il a d'abord lancé le balai, puis s'est mis à courir. Ensuite, le monstre l'a immédiatement attaqué. Il ne faut peut-être pas courir dans les couloirs. Marche lentement de quelques pas. Si tu ne cours pas, ça devrait aller. Le monstre est tout proche. Miji rassemble son courage et se déplace de quelques pas. Le monstre ne bouge effectivement pas. Mais juste au moment où elle est sur le point d'atteindre le coin, une énorme force d'aspiration se déclenche soudainement.